J'avais des statistiques sur la France, mais vous en avez eu et vous en aurez d'autres, donc je les saute. Mais au Québec, on a à peu près la même situation que chez vous, c'est-à-dire que quand c'est des problèmes dramatiques, des blessures graves, la surdité manifeste, ce genre d'atteinte visible, on voit surtout les hommes. Donc, je vais commencer cette journée de la femme en disant, il ne faut pas oublier qu'on donne les rôles genrés. Il y en a deux rôles genrés et il y en a deux qui affectent la santé de différentes façons. Et le rôle des hommes n'est pas trop bon pour leur santé non plus. J'arrête de parler des hommes. Les femmes sont quand même au Québec 7 fois plus nombreuses per capita à être indemnisées pour les troubles musculo-squelettiques liés au travail. Et c'est qu'on est exposé, je vais vous le montrer, à des risques qui ne sont pas très visibles, qui sont sournois et qui, à la longue, peu à peu, nous causent beaucoup de douleur. Et quand les femmes sont engagées dans des professions à majorité masculine, parce qu'il y a beaucoup d'appels, surtout en cette journée des femmes, pour que les femmes investissent des métiers où on n'est pas encore allé et que ce soit des professions plus mixtes, n'oublions pas qu'elles ont des taux beaucoup plus élevés de blessures graves que leurs collègues masculins. Donc, on ne peut pas juste envoyer les femmes au front sans faire quelque chose pour adapter le front. Voilà. Non, je fais ça très mal. Non, il faut que ce soit ailleurs. Voilà. Donc, quand on regarde, moi je suis ergonome, après avoir été généticienne, et nous voyons des hommes et des femmes qui ont des problèmes de santé différents, problèmes de santé au travail différents, parce qu'on est dans des emplois différents, mais aussi à l'intérieur du même poste de travail, et c'est vrai ici aussi, des niveaux différents de reconnaissance légale et sociétale de ces problèmes de santé. Donc, comment est-ce qu'on va faire sens de tout ça? Et surtout, quelle doit être votre approche à la prévention? Parce que si j'ai bien compris, tout le monde ici est vraiment dévoué à prévenir ces problèmes de santé pour tous et toutes. Donc, on va commencer à lever un peu de définition. Pourquoi j'insiste sur ma qualification de généticienne, c'est que de par cette qualification, je sais distinguer entre les questions de genre et les questions de sexe. On va commencer avec le genre. Le genre, on réfère à l'identité. Je me déclare femme, je veux être féminine dans un degré ou un autre, et j'adopte un rôle social qui est reconnu comme le rôle social de femme. Il y a associé à cette identité et ce rôle social différents stéréotypes. Les différentes femmes et hommes peuvent adopter dans différentes mesures ces stéréotypes-là et les intégrer à notre personnalité. On n'est pas obligé, il n'y a rien d'organique là-dedans, et chacun et chacune est libre de choisir, d'exprimer son genre à sa façon. Il y a aussi, quand on parle de rôles sociaux, dans le genre, il y a cette dichotomie de rôle domestique et rôle économique, où, dans les stéréotypes, l'homme est responsable de rapporter le pain et le beurre à la maison, et la femme est responsable de tenir la maison et d'élever les enfants. C'est comme ça dans la vraie vie, mais c'est des stéréotypes.
Maintenant, si on parle du sexe, c'est des spécificités chromosomiques inscrites dans notre ADN. Et peu importe, parce qu'il y a des gens qui disent que tout le monde peut faire tout, ce n'est pas tout à fait vrai parce que les chromosomes donnent des limites et des possibilités. Donc, on voit, je ne vais pas vous détailler les choses que tout le monde sait, différences de taille, différences de poids, différences de force physique, et c'est des différences assez considérables, malgré toutes les variations qu'il peut y avoir à l'intérieur de nos sexes. Il y a beaucoup d'inconnus là-dedans aussi. On connaît très peu sur les différences de métabolisme des différents toxiques selon le sexe, mais on sait qu'il y en a. On sait que le mercure, par exemple, est métabolisé différemment par les hommes et les femmes, en moyenne. On sait aussi qu'il y a des aspects déterminés par les chromosomes qui sont associés à la reproduction, que ce soit le cycle menstruel, que ce soit la production de spermatozoïdes, et ce qu'on sait peut-être moins et ce qui est moins exploré, c'est l'influence du milieu de travail sur ces fonctions-là. On sait par exemple que l'exposition au froid influence les douleurs menstruelles et le cycle, la régularité du cycle menstruel. Mais c'est des grands mystères. Donc, ce que je veux juste vous dire, c'est qu'il faut, dans nos recherches, dans nos interventions, dans notre réflexion, distinguer entre ces deux concepts, genre et sexe, parce que sinon, on a tendance à ne pas reconnaître les importantes différences qui sont déterminées par les gènes. Mais je dis ça, puis là, pour vous confondre, je vais juste dire qu'en pratique, c'est très difficile, si on regarde la force physique d'une personne, de savoir quelle proportion de cette force est déterminée par les chromosomes et quelle proportion par l'alimentation, l'exercice, etc. Donc, genre et sexe interagissent. L'Institut, nous, on n'a pas des statistiques comme vous avez en France, vous êtes très chanceux, mais on a un statisticien qu'on a mis à notre service de force à l'Institut de la statistique du Québec, Luc Cloutier-Villeneuve, qui fait des compilations sur les principales professions des Canadiennes et des Canadiens en date du dernier recensement en 2021. Et je veux juste vous indiquer deux choses. Dans les 10 premières occupations des femmes et des hommes, on ne trouve que ceux qui sont en rouge, vendeurs en commerce de détail et préposés à l'entretien ménager, et qui sont pareils. En général, il y a ce qu'on appelle une ségrégation horizontale du marché du travail qui fait que les femmes et les hommes ne sont pas dans les mêmes professions, en moyenne. L'autre chose, c'est le surlignage en bleu qui montre que chez les hommes, il y a la profession de cadre supérieur qui arrive en deuxième, ça m'a étonné, et le poste de directeur commerce de détail. Ça, c'est des postes de cadre, et ça montre la ségrégation dite verticale, où généralement, c'est plus difficile pour les femmes de progresser dans les professions. Donc, il y a cette ségrégation-là qui va affecter la santé. Maintenant, si on va à l'intérieur d'un même poste de travail, et on va prendre les observations de ma collègue ergonome Nicole Vecina de la transformation de la dinde dans une usine où on prend la dinde, on la tue, on la coupe en petits morceaux, on l'emballe, on l'empaque et on l'envoie pour être vendu. Mais au début de la chaîne et à la fin de la chaîne, c'est des hommes. Tu veux tuer une dinde? Bon, c'est un homme, c'était pas moi. Mais si on regarde juste la ligne où on dépasse
la dinde. Elle a numéroté les postes de 1 à 15. Il y a au début accroché la carcasse et ça va jusqu'à la fin au séparage des poitrines. Parage, c'est prendre des petits couteaux puis faire en sorte que les petits morceaux de graisse ou de choses qu'on ne veut pas soient enlevés. Maintenant, je vais vous montrer la distribution des postes selon le sexe. Tout ce qui est au début, c'est les hommes en vert. Et tout ce qui est à la fin, donc les gestes plus fins, plus rapides, c'est les femmes. Et ce qui est notable, c'est une industrie où quasiment tout le monde a une maladie, une blessure au travail à chaque année. C'est presque 100% le taux de difficulté au travail. Mais autant les femmes que les hommes, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes maladies. Donc, il y a une différenciation dans les maladies associées au travail. Les femmes, par exemple, qui touchent beaucoup plus à la peau, ont des verrues qui sont associées à ça. Mais ce n'est pas mon domaine, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. On va aller à mes études à moi. Quand on a étudié, parce que tantôt je vous ai dit que le nettoyage, c'est autant les femmes que les hommes, et avec le même type de poste, titre de poste. Ceci dit, si on regarde à l'intérieur de l'activité, au même poste de travail, dans le nettoyage à l'hôpital, on voit que passer la vadrouille, les hommes et les femmes, c'est du simple au double. Les hommes passent la vadrouille pendant beaucoup plus de temps, mais ils passent la moitié moins du temps à nettoyer les toilettes. Pourquoi? Si tu leur demandes, qu'est-ce qu'ils disent? Je ne fais pas ça chez nous. Je ne sais pas s'ils passent la vadrouille chez eux, mais donc c'est des différences dues probablement à des stéréotypes de genre, à des attentes aussi, parce que j'ai entendu des superviseurs dire « mais moi, je vais envoyer une telle dans le bureau de la direction parce qu'elle est poussette même derrière les livres. » Donc, si on respecte nos descriptifs de genre, on va faire un travail peut-être d'une certaine façon. Quand on a observé le service aux tables dans un même restaurant, on a vu quelque chose qu'on pouvait même quantifier, qui était que si on quantifiait les pas par minute, donc la vitesse de trajet des femmes, c'était 38 pas par minute pour les femmes et 21 pas par minute pour les hommes. Donc 1,7 fois plus élevé chez les femmes. Donc, on dirait que les femmes devraient passer moins de temps à marcher, mais non, presque le double. Donc, en tout, elles font 3,3 fois plus de pas par journée de travail. Pourquoi elles courent comme ça? Est-ce que c'est le sexe ou le genre? Mais par rapport au sexe, il y a une différence de taille. Hein? La foulée des femmes est 10% plus courte que la foulée des hommes. Mais 10%, ce n'est pas 3,3, là. C'est 1,1. Donc, c'est où le 2,2 qui reste? Mais le 2,2 qui reste, ça vient du genre. Et il y a différentes raisons. Mais non, c'est faux ce que je viens de dire. Non, il y a une autre petite partie qui vient du sexe aussi, qui est que de moins en moins, en tout cas au Québec, on a de moins en moins de tables où on peut placer les cabarets et plus tendance donc à ne pas utiliser des cabarets, mais empiler les assiettes sur les bras. Et des hommes, ils ont des bras plus longs, donc 3 assiettes. Nous, on a des bras plus courts, donc 2 assiettes. Donc ça, c'est une autre différence liée au sexe qui fait que les femmes courent plus vite. Mais il y a aussi les attentes par rapport aux femmes. Est-ce qu'on va être plus impatient avec une femme si on n'a pas ce qu'on veut? Est-ce qu'on a plus? Mais il y a aussi un facteur qui est qu'il y a une énorme différence dans le pourboire. D'abord, je dois vous expliquer qu'on n'est pas très civilisé au Québec et 50% de la rémunération des serveurs et serveuses est composée de pourboire
qui est complètement aléatoire, dépendant du bon gré du client. C'est absolument immoral, il faut arrêter ça, mais en tout cas, on ne l'arrête pas. Qui reçoit les plus gros pourboires? Les hommes, et de beaucoup. Donc, si les femmes veulent gagner le même montant d'argent à la fin de la journée, il faut qu'elles courent plus vite. Donc, ça, c'est une autre raison. Un autre problème lié au genre, c'est l'interface travail-famille. Dans le travail, il y a beaucoup d'interfaces entre le travail et la famille, mais c'est illégitime d'en parler. Si on reçoit des appels de l'école de notre enfant, il ne faut pas que ce soit trop visible. S'il faut qu'on court à la fin de la journée, moi, quand j'étais travailleuse de laboratoire, il fallait que je laisse mes expériences en plan pour aller à la garderie. J'étais pas très populaire quand j'ai fait ça. Donc, il y a plein d'interfaces. Il y a les interfaces qui concernent les horaires. Il y a donc, le travail atypique impacte différemment les hommes et les femmes. Il y a les interfaces qui concernent le collectif de travail. Parce que si on a besoin d'une certaine élasticité, il faut qu'on cultive des relations avec nos collègues et il faut qu'il y ait une bonne entente. Et ça vaut pour les hommes aussi. J'ai déjà vu des hommes dans une équipe de nettoyage de nuit donner congé pendant 3 mois à un de leurs collègues en disant « Personne va venir voir à 3 heures du matin s'il est là ou pas là, parce que sa femme avait un cancer et il était vraiment requis à la maison. Donc, ses collègues masculins l'ont protégé. Mais c'est plus fréquent que des femmes aient à développer des relations un peu de compréhension mutuelle pour gérer des horaires imprévisibles et variables en fonction de la conciliation travail-famille. Donc, il y a des prouesses qui sont exigées au niveau personnel et de la part de la famille, et dépendamment dans quel degré l'employé a le contrôle. Donc, pour vous, les intervenants, il y a le problème qu'il y avait tellement peu dans le passé des recherches sur la santé des femmes au travail et les contraintes touchant les femmes étant tellement moins visibles qu'on n'a pas développé beaucoup de façons de prévenir les problèmes spécifiques. Et par conséquent, les problèmes de santé des femmes étaient perçus comme imaginaires ou résultant d'une faiblesse. Et ce que ça fait, c'est que ça crée une tension entre la visée pour les femmes d'avoir une bonne santé et le besoin d'accéder à une égalité professionnelle. Et cette invisibilité-là se voit, en tout cas dans nos dispositifs à nous au Québec, ça vient à l'exclusion des femmes des priorités de prévention. Et donc, dans nos règlements, jusqu'à tout récemment, 85% des femmes étaient dans des domaines où on faisait à peu près aucune prévention. Il y avait aussi 60% des hommes qui étaient exclus, parce que les priorités vont au plus visible. Donc, ça crée ce que j'appelle le cercle vicieux, où les risques sont invisibles pour les femmes. S'il y a un problème qui survient, on dit mais c'est parce qu'elle n'est pas capable de faire la job, elle exagère, elle doit être ménopausée. Et ce qui fait que les maladies ne sont pas reconnues. Et ça, ce que vous avez ri, et vous faites bien de rire, mais dans vos tribunaux autant que les nôtres, c'est des arguments qu'on entend devant les tribunaux pour refuser des indemnisations. Dans le numéro d'avril 2024, je vous recommande ce numéro parce qu'il va y avoir un article par Delphine Serre, qui est avocate
et sur qu'est-ce qui est dit dans les tribunaux français sur les problèmes des femmes au travail. Donc, à cause du fait que les maladies ne sont pas reconnues, les absences ne sont pas indemnisées, les femmes paient le prix, donc il n'y a pas d'incitatif à la prévention, à l'inspection et à l'indemnisation, et les risques demeurent invisibles. Et c'est ce cercle vicieux-là qu'il faut interrompre. Donc, où est-ce qu'on peut agir? Mais un exemple de quelque chose que nous, on a pu faire, notre équipe, mais notamment Céline Chatigny, ma collègue, il y avait une formation pour des femmes, mais pour des personnes qui étaient techniciennes en communication, qui installaient des lignes de communication et qui utilisaient des échelles. Et on leur apprenait une technique pour la prise des échelles. Et cette technique, même quand les femmes sont entrées, était complètement inappropriée pour les femmes. Et donc, elles avaient plus d'accidents, 2 fois plus d'accidents de travail liés aux échelles par rapport aux hommes. Et les échelles étaient la première cause des accidents de travail chez les hommes et les femmes. Donc, c'était un désavantage basé sur l'anatomie et le manque de prise en compte de cette anatomie. Parce qu'on a non seulement une différence de taille, mais une différence de proportion corporelle. Et on n'est pas partout plus petite. La hauteur au coude, quand on est debout, on est plus petite. Mais la largeur des hanches, je vous l'apprends, c'est plus large. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on porte une ceinture d'outils? C'est que les outils pèsent lourd et comme on a une taille, ça grince au niveau de la taille et ça fait mal. Et quand les techniciennes m'en ont parlé, j'ai dit, ah, mais j'ai une idée brillante, je suis l'experte en ergonomie et en génétique. Et je vous dis, vous avez juste à installer des ceintures qui ont comme un X pour que ce soit les épaules qui portent le poids. Elles n'ont pas trouvé ça brillant. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que, comme je cite une d'entre elles, je passe toute la journée à les faire oublier que j'ai des seins et vous voulez que je porte une ceinture comme ça. Donc, il y a, quand les femmes entrent dans des métiers non traditionnels, il y a les problèmes liés au sexe, mais il y a les problèmes liés au genre et qui sont très importants. Une d'elles avait été violée sur les lieux du travail, sans conséquence pour le violeur. Quand on commence à parler de l'opposition entre égalité et santé, ça me fait penser à toutes les fois que j'ai essayé d'introduire des questions qui sont plus orientées vers le sexe des femmes, genre quelles sont les conditions de travail qui influencent les douleurs menstruelles. Et femmes comme hommes, il y a beaucoup de personnes qui me disent de ne pas en parler parce que ça milite contre l'égalité des femmes. Et notamment, j'ai posé une question sur un genre de Facebook pour les chercheurs qui était, quand on enseigne les techniques de lever des charges, on dit toujours, on plie les genoux, on prend la prise, tout ça. Mais je n'ai jamais vu qu'on prenne compte du volume des seins. Pourtant, on n'est pas toutes égales et il y a des femmes avec des seins plus volumineux. Donc, je pose la question en toute innocence et j'ai fait une recherche sur Medline et dans les bases de données médicales, je n'ai rien trouvé. Donc, je pose la question sur ResearchGate, puis normalement, tu as des chercheurs qui répondent. Là, il y a une jeune femme scientifique qui me répond tout de suite que ce n'est pas une question à poser parce que ça va renforcer des préjugés.
des préjugés parce que j'ai des seins, je m'excuse, j'ai le droit. Et, mais elle n'avait pas tort parce que regardez ce qu'on a eu comme réponse. En Espagne, nous disons tiran más dos tetas que dos carretas. 2 tétons attirent plus que 2 chariots. Ça a-tu un rapport avec l'ergonomie? Puis, un collègue qui dit oui, c'est un bon proverbe, Vicente. Et en fait, j'ai eu aucune réponse qui avait le moindrement de sens. Donc, on a une petite lutte entre nous, les scientifiques, pour faire valider, pour faire valoriser le champ de recherche et intervention en santé au travail des femmes. Il y a une réponse qui est souvent donnée aux femmes qui demandent des ajustements, si on les écoute, c'est vous demandez un traitement spécial. On vous a engagé pour faire la job. Si vous n'êtes pas capable de faire la job, mais vous allez ailleurs. Et donc, je veux vous introduire un concept. C'est pas moi qui ai fait ce petit dessin, mais je l'aime beaucoup. Les nuances entre l'inégalité, où vous avez 3 personnes devant la même situation, mais ils sont à armes très inégales. Vous avez 3 personnes qui sont différentes, mais on essaie de compenser et rendre égal, donc c'est l'égalité. Et vous essayez d'enlever les barrières pour tout le monde. Et ça, c'est l'équité. Où on n'a pas d'aménagements spéciaux, c'est qu'en concevant les lieux du travail, on enlève les barrières pour le maximum de personnes possibles. Je ne sais pas si la nuance entre le deuxième et le troisième, c'est clair. Mais c'est bien important parce que sinon, on est tout le temps en train d'accommoder, faire des traitements spéciaux puis singulariser les femmes, alors qu'on a juste à concevoir dès le début en pensant à tout le monde. Et en passant, ça vaut bien pour les personnes âgées, ça vaut pour les personnes handicapées, ça vaut pour les différentes ethnies, parce que des différentes ethnies ont différentes proportions du corps aussi. La conclusion, c'est qu'il faut donner aux femmes les moyens, les occasions de parler entre elles. Ça, c'est bien important parce que quand je parlais des techniciennes puis la ceinture d'outils, cette remarque-là est arrivée dans la 3e heure de notre discussion. Vous avez un chapitre là-dessus dans mon livre qui s'appelle la 3e heure parce que ça prend du temps pour que les femmes puissent parler de leur corps, de leurs différences, de tout ce qu'elles souffrent dans le travail parce qu'on nous dit de ne pas se plaindre et aussi on a honte de nos corps, de nos différences et surtout dans des situations où les femmes et les hommes travaillent dans les mêmes professions. Mais même à l'intérieur de professions féminines, on a souvent honte de notre corps. Donc, il faut que les femmes se donnent des occasions de se parler entre elles pour voir que non, on n'est pas les seuls qui ont telle blessure, tel problème avec tel appareil. Se sensibiliser à toutes les iniquités au travail, c'est pas juste hommes-femmes, mais comme j'ai mentionné, ethnie aussi, il y a plein de choses à dire là-dessus. C'est pas mon expertise. Adapter les tâches, les équipements, les outils, les procédures, les horaires pour les corps et pour les situations en fonction de l'interface travail-famille pour tout le monde. Et repenser le travail, ça c'est un point important. Quand on engage, je ne sais pas s'il y a des RH ici, mais quand on engage des personnes, et je pense par exemple aux pompiers, quand les femmes au Québec ont essayé d'appliquer comme pompiers, on cherchait des pompiers qui avaient une carrure spécifique, une personnalité spécifique, un sens de l'aventure spécifique, parce que c'était le corps de l'emploi, on parle de physique de l'emploi, alors que des équipes plus variées, avec différents talents, avec différentes tailles, tu sais, une petite personne peut aller dans des places où une grosse personne ne peut pas aller. Donc, ce n'est pas nécessaire que tout le monde soit identique dans une équipe de travail. Ce qui est important, c'est que l'équipe
soit composé de multitudes de talents et que ces talents puissent fonctionner ensemble, ce qui, bien sûr, implique une certaine constance des équipes. Je ne sais pas si vous avez ici la situation qu'on a au Québec, où on a décidé à un moment donné que la santé, on avait besoin de pouvoir mettre des infirmières, des aides-soignants dans différents départements au gré du jour, et les équipes changeaient constamment. C'est mortel. Quand les équipes ont travaillé ensemble pendant un certain temps, ils s'aident, et j'ai vu qu'ils communiquent sans se parler. Et c'est très important, et ça sauve du temps. Ça sauve de l'argent. Donc, pensez-y, je pense que c'est le dernier. Oui, voilà. Donc, achetez mon livre.